bonjour à toutes et à tous. Alors on change un peu de dimension, on voit, et pas tout à fait de sujet quand même, mais on revient maintenant sur un élément qui s'est rappelé à l'humanité il y a quelques années de manière un peu précise, c'est la santé des populations humaines, et qui n'est pas seulement de santé des populations humaines, on y reviendra sans doute un petit peu. Et je suis ravi d'accueillir donc pour parler un peu de géopolitique de la santé, aussi un terme qu'on emploie peu. On parlera beaucoup de géopolitique autour des industries, de l'économie, etc. Et la géopolitique de la santé, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra d'abord au préalable définir par nos deux intervenants. Donc, ravi d'accueillir à la fois Anne Sénéquier, qui travaille à l'IRIS, qui s'occupe beaucoup effectivement d'études sur la géopolitique de la santé. Et elle en parlera peut-être, y compris des ouvrages qu'elle a produits. Et puis Pascal Le Guyader, il travaille pour les entreprises du médicament et qui aussi nous donnera le point de vue des grands industriels, ou petits d'ailleurs. Il y a de tout dans la gamme des industries du médicament et la manière dont ceci s'inclut effectivement dans cette caractéristique. Alors la première question, c'est peut-être effectivement, c'est quoi la géopolitique de la santé ? Qui sont les acteurs et éventuellement qui sont les déterminants, pour un peu défricher le schéma devant les collègues ici présents. Merci à tous d'être restés présents pour cette thématique, peut-être qui sort un peu des sentiers battus. Aujourd'hui, la géopolitique de la santé, finalement, elle est intéressante parce qu'elle a été très longtemps invisibilisée sous les radars et très peu intéressante pour le commun des mortels, parce que la santé, qu'elle soit au niveau individuel ou santé publique, tant que tout va bien, on s'en fiche. En fait. Donc on commence à aller chez le médecin quand il y a un problème, on commence à s'en intéresser quand on a une pandémie. Donc cette pandémie, cette Covid-19, elle a eu au moins l'avantage, on va dire, de mettre le focus un petit peu sur qu'est-ce que la géopolitique de la santé et finalement se rendre compte que pour avoir une santé publique, c'est-à-dire la santé individuelle mais aussi la santé des populations, on a besoin de tout ce dont vous avez évoqué tout à l'heure. Et vous me disiez tout à l'heure que pour l'instant on a parlé beaucoup de non-vivants, d'industrie, de ceci, cela, mais c'est justement ça l'invisibilité de la santé. En fait, c'est de se rendre compte que les industries, l'urbanisme, l'architecture, la façon dont on construit nos villes, dont on construit nos voitures, ça va avoir un impact sur notre santé in fine. Et ça, c'est très très peu considéré. Et en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, on arrive en termes de santé publique sur des limites sanitaires. Alors, on a peut-être déjà parlé de limites planétaires, mais il y a aussi ces limites sanitaires, et on le voit avec l'augmentation du surpoids dans les populations, la sédentarité, l'âge des cancers qui diminue. On n'est plus sur des pathologies du troisième âge, mais malheureusement, ça commence à descendre. Ça parle de l'agro-industrie, de l'alimentaire, et ainsi de suite. Donc il va falloir arriver finalement à aller débusquer dans notre environnement et dans nos façons de faire quel est l'impact santé. Finalement, arriver à regarder l'industrie et la société par le prisme de la santé, avec l'objectif non déguisé d'avoir une société plus humaine, qui n'est pas pathogène et ne nous rend pas malade in fine. Et c'est ça aussi la grande difficulté de la santé, c'est cette temporalité longue. Je prends souvent l'exemple du McDo parce que c'est assez clair. D'aller manger au fast-food une fois ne vous rendra a priori pas malade. Ce qui est problématique en termes de santé, c'est d'aller au fast-food tous les jours, 3 fois par jour. Et assez rapidement, vous commencez à avoir des troubles métaboliques et au fur et à mesure des années, des pathologies qui s'accumulent. Et il y a cette santé, elle a cette temporalité longue, ce côté dynamique où elle est évolutive, et non absolue non plus. On ne peut pas dire si on fait telle chose, à 100%, il arrivera ça. C'est une notion de risque et c'est quelque chose d'aléatoire en fonction de notre propre génétique, en fonction de notre propre comportement par ailleurs. Donc c'est assez compliqué. Et quand on parle de géopolitique de la santé, c'est pour ça qu'avant on parlait finalement des médicaments, que je laisserai M. Le Guyader de parler de manière plus expert que moi, l'OMS, le financement de la santé, des personnels de santé. Et effectivement, tout ça, c'est à prendre en considération. La coordination sanitaire, on a vu que ça a été la grande difficulté de la gestion de cette pandémie il y a 2-3 ans, qui par ailleurs a encore des impacts en termes de santé mentale, un autre grand oublié. Mais pas que ça, finalement. Et de se rendre compte que cette industrie, les matériaux rares, le plastique, la pollution, la géopolitique de l'environnement, tout ça va avoir aussi un impact sur la santé. Et petit à petit, il va falloir arriver à englober tout ça autour de la géopolitique de la santé pour véritablement en avoir un intérêt, alors de société, bien sûr, mais aussi personnel.
laisse la Par rapport à cette Merci question. beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de répondre à votre question qui est quand même très large, géopolitique de la santé, peut-être revenir sur qui je représente, en fait, les entreprises du médicament, donc une organisation qui représente l'ensemble des entreprises opérant en France. 270 entreprises, des plus grosses internationales que vous connaissez, aux très grosses françaises, mais aussi des PME qui sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur et sur des niches. Le secteur en France, c'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 47% de ces 70 milliards à l'export. Donc on est un pays exportateur important. Malheureusement, plutôt de médicaments anciens et médicaments matures. Donc ça veut dire que notre balance commerciale, elle reste positive à 6 milliards, mais on importe beaucoup de médicaments nouveaux et notamment de biomédicaments. Donc on a un enjeu sur aller chercher cette valeur supplémentaire ajoutée sur les biomédicaments, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans le débat sur la mondialisation. C'est 134 000 collaborateurs qui travaillent dans le secteur. On est en croissance en termes d'effectifs, plus 2,2% de l'emploi sur 2023. Contrairement à le reste de l'industrie, c'était 1,3%. Donc on a une dynamique forte de recrutement d'emploi. C'est 16 000 recrutements et effectivement une part importante sur, je m'adresse là également à vous, sur les jeunes, puisque nous avons 10 000 recrutements en alternance, essentiellement sur des niveaux d'enseignement supérieur. Donc voilà quel est le secteur. Sur la géopolitique de la santé, et nous ça fait très longtemps que nous disons que cette politique de la santé, elle ne peut s'organiser que de toute façon, dans un premier temps au niveau européen, au niveau mondial. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord nos firmes sont internationales. Très clairement, elles opèrent toutes dans tous les pays du monde. La France, l'Europe est le 5e marché. 4e marché ou 5e marché en fonction des années. Donc on voit bien en fait que les firmes aujourd'hui qui opèrent sur ce segment du médicament, elles ont une volonté d'être sur l'ensemble des spectres. Et en termes de recherche, cette recherche étant de plus en plus coûteuse, c'est 1 milliard d'euros pour mettre un médicament sur le marché, forcément vous êtes sur une cible et un spectre beaucoup plus large que sur un pays national ou un système européen. Nous avons, dit très vite au gouvernement qu'en termes de souveraineté, nous ne pouvions penser cette souveraineté qu'au niveau européen. C'était illusoire de le penser au niveau français. Et la crise du Covid n'a fait qu'exacerber cette idée-là, de dire qu'il faut d'abord s'organiser au niveau européen. Et on gagnerait comme ça cette souveraineté et pas du tout au niveau national. Si je vous donne quelques chiffres, le ministère de la Santé a identifié 621 molécules de médicaments essentiels. C'est illusoire de pouvoir penser qu'on va rapatrier la production de 621 molécules sur le territoire français. Donc forcément, ça passe par une coordination européenne si nous voulons effectivement répondre à cet enjeu de la souveraineté du médicament pour nos concitoyens et nos patients. De la même façon, on ne peut penser que européen ou mondial, 80% des substances actives du médicament sont importées hors d'Europe. Donc sur des grands acteurs tels que la Chine et l'Inde, bien sûr. Mais donc ça veut dire qu'il faut faire ce travail-là sur l'ensemble de la chaîne, puisque effectivement, le médicament, vous avez une molécule chimique ou une molécule, ou en tout cas du vivant, une cellule. Il faut bien travailler sur ça aujourd'hui pour pouvoir, penser dans un périmètre beaucoup plus large que la France. Alors on a beaucoup d'atouts, la France est plutôt bien placée. Notamment en termes de R&D, on a quand même pratiquement 12% des effectifs qui travaillent sur le territoire au niveau en R&D. C'est plus de 5 milliards d'euros d'investissement d'investis chaque année, avec une très forte coordination entre la recherche publique et la recherche privée. Ça fait 10 ans qu'on y travaille, c'est pas suffisant. Par rapport à des grands concurrents que sont les États-Unis, il faudrait encore plus de ressources sur la recherche publique et privée. Donc ça, c'est un vrai sujet dont effectivement les différents gouvernements, même s'il y a eu beaucoup d'annonces, on doit avoir des lignes très claires. Donc c'est aussi la raison pour laquelle nous plaidons pour la sauvegarde du crédit impôt recherche, qui permet effectivement d'incentiver cette recherche. Sur la production, on a 271 sites de production sur le territoire, donc on n'est pas totalement absent de la production. 32 sites de production sont sur les biomédicaments, dont vaccins. Jusqu'en 2008, nous étions le premier producteur de médicaments en Europe. Aujourd'hui, nous sommes le 6e. C'est-à-dire que nous perdons effectivement, cette course à la production du médicament face à des pays qui n'existaient pas. Alors j'exagère, qui n'existaient pas, qui étaient peu présents sur la production. Je pense à l'Espagne. L'Espagne, personne n'avait dans le radar que l'Espagne était un grand concurrent de la France sur la production de médicaments. Aujourd'hui, c'est le cas. Ils nous devancent. Et effectivement, il y a eu des politiques nationales
et européenne d'incentiver de l'implantation ou du rapatriement de production sur les territoires. Donc effectivement, il faut que ça passe par une coordination européenne pour pouvoir effectivement, je dirais, simplement délimiter le périmètre, de dire quels sont les médicaments essentiels qu'on veut vraiment rapatrier sur le territoire européen. Alors, je ne sais pas, vous voulez réagir à ça, mais... Oui, je suis complètement d'accord sur la souveraineté européenne, tout simplement, parce que finalement, si on se donnait l'idée d'avoir une souveraineté sanitaire au niveau national, en fait, on aurait toute une batterie de maladies qu'on ne pourrait plus soigner, en fait, parce qu'aujourd'hui, la médecine, c'est plus faire des recherches dans son garage. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est effectivement des milliards d'euros, et il faudrait faire un choix. Et aujourd'hui, on est dans l'ultra-médicamentation, on traite la médecine par le côté curatif, et ça questionne aussi peut-être l'approche préventive de la médecine à travers justement tous ces déterminants. Mais si on veut avoir la possibilité de pouvoir se soigner, quelle que soit la pathologie aujourd'hui, et avoir accès aux médicaments qui sont disponibles au niveau mondial, il y a cette nécessité en fait de capitaliser les avantages de chacun des pays européens, parce que chacun a un peu sa petite spécialité malgré tout, et on y gagnerait effectivement à être une troisième voie entre l'Amérique du Nord et le pôle asiatique. Donc oui, je suis absolument d'accord pour ça. Alors quand on parle de géopolitique, en tout cas dans ce qu'on a évoqué depuis hier, il y a souvent des questions d'accords, de conflits, de politique étatique ou industrielle complètement. Est-ce que ça se ressent dans des industries, vous le soulignez, M. Gadère, qui sont quand même très mondialisées, puisqu'une grande partie de substances de base sont faites notamment en Inde ou en tout cas en Asie. Voilà. Est-ce que finalement l'OMS arrive à déclencher des politiques générales de santé publique qui servent de cadre global dans lequel s'inscrit y compris l'action des industriels, où il y a des tensions qui apparaissent différemment parce que, effectivement, par exemple, une politique de santé aux États-Unis, c'est pas une politique de santé en Europe, etc., etc. Où sont les zones conflictuelles ou éventuellement les zones de partenariat? Alors, même si nos groupes sont effectivement mondialisés, il y a une concurrence aujourd'hui mondiale de l'accès aux médicaments dans les territoires. Parce qu'effectivement, il y a une concurrence sur l'accès au prix, tout simplement. On n'a pas les mêmes systèmes d'évaluation, on n'a pas les mêmes systèmes de régulation, on n'a pas les mêmes systèmes de prix. Donc, vous avez une entreprise mondialisée, quand vous avez une molécule qui sort, vous allez, parce qu'on est entreprise avant tout, vous allez aller chercher le marché sur lequel vous avez la capacité de développer commercialement votre molécule en premier. Si je prends le territoire français par rapport à l'Allemagne, ce sont deux pays qui sont quand même limitrophes, vous avez 508 jours pour mettre une molécule sur le marché en France contre 90 jours en Allemagne. Donc, quand vous êtes entreprise même mondialisée, vous allez d'abord chercher le marché allemand par rapport au marché français. Voilà, c'est simplement ça. Et c'est bien ça le rôle du LEM, que d'alerter les pouvoirs publics pour dire comment on réduit ce délai de 508 jours pour arriver dans des délais comparables à d'autres pays concurrents que je cite comme l'Allemagne, pour que nos concitoyens et nos patients aient la chance d'avoir l'accès à cette molécule-là. Donc oui, il y a une concurrence, je dirais, mais au sein de nos groupes, tout simplement, parce qu'il y a une vision économique derrière. Quand vous avez un coût de recherche d'1 milliard pour mettre un médicament, vous avez une rentabilité à mettre derrière. Donc oui, il y a cette concurrence-là. Et donc, c'est pour ça qu'on en appelle, nous, à avoir un système, je dirais, européen. L'évaluation, aujourd'hui, elle n'est pas européenne. L'évaluation du médicament, vous savez que le médicament est évalué, heureusement d'ailleurs, pour l'ensemble des patients français. Et donc, dans l'évaluation qui est faite par l'autorité de santé, l'évaluation de notre autorité de santé ne reconnaît pas aujourd'hui l'évaluation des autres pays européens, ni même américains. Et donc là, il y a une perte de temps et d'argent, d'ailleurs, au demeurant, aussi bien pour la puissance publique que pour les firmes, que d'aller démontrer, je dirais, les avantages du médicament dans l'ensemble des pays. Donc voilà, il y a des vraies sources, je dirais, de rationalisation et d'efficience à trouver au profit de nos patients, parce que l'idée, c'est quand même de mettre la molécule qui soigne sur le marché le plus rapidement. Donc voilà, donc il y a une concurrence. Il y a une concurrence. Vous parliez tout à l'heure de matières premières, oui, parce que en fait, la matière première, elle vient aujourd'hui principalement, mais aujourd'hui, enfin, un message d'optimisme, on a rapatrié la production de produits chimiques sur le territoire français et européen, mais on reste quand même très dépendant de la Chine et de l'Inde. Oui, il y a une concurrence parce que, en fait, il y a un vieillissement de la population dans l'ensemble des pays du monde. Il y a aussi un accès plus facile aux médicaments, y compris par les pays en voie de développement, plus simple aussi. Et donc, il y a une forte demande du médicament mondial. Et donc, on n'arrive pas à faire face à cette demande par la production simplement des principes actifs de base.
Donc oui, il y a cette concurrence-là aujourd'hui, et de penser qu'un opérateur public, comme on l'a entendu dans les débats qui ont animé le territoire français il y a quelques semaines, de dire que si on avait un opérateur public du médicament qui produise en France, oui, c'est une idée. Mais comment cet opérateur public va se situer sur la chaîne mondiale de l'achat des matières premières? Est-ce que parce qu'il est public et qu'il représente l'État français, il arrivera à mieux acheter qu'une firme mondiale qui va mettre sur le marché sur l'ensemble de l'ensemble des pays? Donc oui, il y a une vraie concurrence aujourd'hui. Vous l'avez cité, la chronicisation des maladies, l'augmentation de ces maladies chroniques fait que vous avez de plus en plus de malades, ne serait-ce que le diabète, où aujourd'hui vous avez une forte demande d'insuline. Et cette forte demande d'insuline, elle a augmenté considérablement ces dernières années. Et il faut qu'on ait un système de production qui puisse être effectivement en réponse à ces besoins-là et avec des ressources qui sont malheureusement pas suffisamment produites ou naturellement pas suffisamment présentes. Ce qui nous amène en pharmacie avec des ruptures de Ritaline, d'amoxicilline, Doliprane pédiatrique en plein hiver. Ce sont des trucs un petit peu compliqués quand même à gérer aussi au niveau de la société. Pour répondre à la question sur le niveau un petit peu au-dessus vis-à-vis de l'OMS, il y a cette notion de l'Universal Health Coverage. Ça fait 3 minutes que j'essaye de le traduire en français, j'y arrive pas. Voilà, merci. Couverture de santé universelle, qui est l'objectif justement de permettre d'avoir un accès aux soins au plus grand nombre. Donc cette volonté de trouver un accord, elle est présente, mais on le voit ne serait-ce qu'en ce moment, ils sont en train de revoir le règlement sanitaire international suite à la Covid-19, de travailler sur un accord de prévention et de prise en charge des pandémies qui est toujours en cours. Et le mot-clé qui ressort, c'est souveraineté sanitaire nationale. Donc quelque part, c'est une bonne chose parce que l'OMS a eu cette capacité à donner des politiques de prévention, des protocoles à dérouler un petit peu partout. Ça ne marchait pas parce que finalement, il y a besoin de faire du sur-mesure. Et on l'a vu avec la campagne d'éradication de la polio. L'Inde, en 2009, était le 2e pays où il y avait le plus de cas de polio. Ils ont finalement réussi à prendre ce protocole de l'OMS et à en faire un truc sur mesure en capitalisant sur leur arsenal satellitaire et de considérer aussi les mouvements de population qui sont très importants dans les trains, dans les lignes de bus en Inde. Et ils ont vacciné justement dans les gares. Ils ont localisé les villages qui étaient derrière les inondations pendant les temps de mousson et ils ont pu en 2 ans éradiquer la polio de leur pays. Donc, une fois qu'on arrive justement à implémenter quelque chose de local sur une ossature plus globale, ça marche très bien. Et si on le prend dans cette considération-là, c'est parfait. La problématique, et on l'a vu il y a 2-3 ans, ou plus récemment, c'est que cette souveraineté sanitaire nationale, elle n'est pas toujours là, en fait, pour faire du sur-mesure. Elle est là, comme vous le disiez tout à l'heure, parce que la géopolitique de la santé, c'est beaucoup d'acteurs privés. Et ça pose la question de relancer un petit peu un financement de la recherche publique, parce que un acteur privé, il veut, à juste titre, une rentabilité sur ces milliards d'euros de recherche, sur ce temps aussi, parce que malgré ce qu'on a pu voir, on ne trouve pas toujours un vaccin en une année. Je rappelle que celui sur le paludisme, qui est à peine en train d'être testé, a mis 100 ans à voir le jour. Donc il y a quand même un investissement financier et temporel qui fait que du coup, on aura toujours ce prisme économique. Et on a besoin à un moment donné, parce que tout le monde n'est pas que diabétique, il y a aussi d'autres pathologies qui sont importantes et qui nécessitent d'avoir de la recherche. Je pense par exemple à l'herpès-virus, dont 50% de la population mondiale est infectée et où il n'y a toujours pas de vaccin et toujours pas de thérapeutique correcte. Parce que c'est pas rentable tout simplement, ou parce que les pathologies sont majoritairement dans les pays du Sud. Et ça, c'est une grande, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un gros paquet de la géopolitique de la santé. C'est cette inégalité nord-sud, cette fracture énorme et sur laquelle vient se rajouter la fracturation et le clivage du monde actuel. Encore une fois, je parle beaucoup de cette Covid, mais en fait, ça a cristallisé beaucoup de choses où il avait été question à travers le RSI, le Règlement sanitaire international, le système COVAX, d'avoir une répartition équitable et pertinente des vaccins à travers le monde. On a vu que les pays qui en avaient les moyens ont coopté les stocks de vaccins.
Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Quand ensuite on a envoyé les vaccins AstraZeneca, qui n'étaient pas donc les vaccins ARNM, ils ont bien compris qu'en fait, ils récupéraient les vaccins dont l'Occident ne voulait pas. Donc cette année, en 2024, quand on arrive avec des vaccins pour l'épidémie d'Mpox, qui est actuellement en cours, dernière urgence de santé publique déclarée le 14 août, ils ne sont pas super emballés par l'idée de la vaccination, parce que finalement, on dit des choses et on ne les fait pas. Et ça, ce n'est pas juste sur le truc de la santé, c'est aussi sur le conflit russo-ukrainien, le conflit qui se passe en Israël avec le Hamas. Il y a toujours deux discours. Le discours qu'on donne et puis après ce qu'on fait derrière. Et c'est vrai que pour résoudre cette fracture, et surtout d'autant plus en termes de santé publique internationale, parce que tout ce qu'on évoque, l'industrie, l'économie, tout ça, c'est se prioriser sur nos différences, mais la santé publique a besoin de se prioriser sur notre élément commun. Le seul, c'est notre humanité. Et même si on est un petit peu différent en termes de fonctionnement, chacun d'entre nous, et ne serait-ce que nous trois, on est tous humains, mais malgré tout, on a une sensibilité différente aux médicaments, on ne va pas réagir pareil. Mais dans notre humanité, on doit privilégier cet élément commun pour arriver justement à cette coopération. Et on l'a vu, moi je considère qu'on a eu de la chance avec la Covid-19 parce que finalement, ce virus n'était pas si transmissible et pas si mortel que ça. Je ne nie pas tout le risque et tout le chagrin et toutes les peines et difficultés qu'ont vécu de nombreuses familles à travers la Covid-19, mais on a vu des virus beaucoup plus compliqués. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à considérer ça comme un petit signal d'alarme pour se rendre compte que pour faire face à quelque chose de véritablement problématique, il va falloir véritablement bosser sur la coordination et le prisme d'analyse des choses. On n'est plus dans une histoire économique ou quoi, c'est une histoire de survie. Et c'est cette capacité à regarder les choses de manière verticale, aujourd'hui, c'est un problème. Quand j'entends parler du changement climatique et qu'on me dit les voitures électriques sont la solution, pour moi, c'est un problème. Parce que tout simplement, ça ne change rien à la sédentarité, ça ne change rien au surpoids, ça ne change rien à l'accaparement de l'espace public dans les villes. Donc il n'y a plus d'enfants qui courent dans les rues, ils sont dans les apparts où on ne veut pas qu'ils fassent de bruit, on les met devant des écrans et ils se retrouvent finalement en surpoids, addicts aux écrans, sans savoir ce qu'ils vont faire plus tard. Donc j'exagère un petit peu, mais sachez que par ailleurs, dans mon autre partie de vie, je suis pédopsychiatre et c'est quelque chose que je vois au quotidien. Donc cette capacité à faire du lien et à trouver l'impact sanitaire, et on parlait tout à l'heure des étudiants, ceux qui s'orientent vers la santé, très bien, parce qu'on en a énormément besoin. Il manque 18 millions de personnels qui travaillent dans le monde de la santé à l'horizon 2030 pour pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Mais en fait, finalement, tous autant que nous sommes, peu importe notre métier, on a un impact sanitaire in fine. Et j'aimerais pouvoir finalement faire passer ce message que quelle que soit l'orientation que l'on choisit, quel que soit l'intérêt de l'élève, de semer la graine, de dire quoi que tu fasses, regarde quel impact sanitaire ça va avoir, ton projet, la façon dont tu travailles, qu'est-ce que tu peux changer pour qu'en bout de chaîne, finalement, ça ne devienne pas pathogène. Alors, merci de cette mise en perspective. Ça appelle deux autres questions que vous avez déjà soulignées. Déjà, une tension qui existe finalement dans le grand domaine de santé publique entre ce qui est le curatif et le préventif. Parce que derrière se cachent aussi des questions financières, la prise en charge d'un certain nombre de choses en curatif. Finalement, on soigne les personnes, mais ça se fait au détriment éventuellement de maladies orphelines, par exemple, de process d'élaboration d'un médicament pour des autres pathologies dont les gens auraient besoin. Et ça, c'est sans doute aussi un problème global, parce que les États ou les entreprises vont réagir différemment par rapport à ça. Quels éléments vous voyez cette tension, y compris sur le financement de la santé ou le financement du médicament, de vos points de vue respectifs par rapport à ces évolutions qui s'inscrivent aussi dans la chronologie, vous avez dit, d'un certain nombre de nouvelles pathologies liées au vieillissement global de la population, etc. Alors, le financement du médicament et le prix du médicament et la régulation qui est liée à ça, pour nous, est un des enjeux. On a 4 enjeux, mais qu'on partage pratiquement avec toutes les firmes internationales. On a un enjeu scientifique, clairement, parce que en fait, la science a fait tellement de progrès. La connaissance de l'être humain est tellement énorme. Les biomédicaments, tout ce qui est thérapie génique, thérapie cellulaire, ouvrent des voies et des pans
absolument incroyables de guérison demain, mais ça nécessite des efforts de recherche relativement importants, voire très importants, et on l'a cité tout à l'heure, c'est plus d'1 milliard d'euros pour une molécule, donc il faut effectivement concentrer les efforts financiers sur la recherche, avec une bonne coordination entre la recherche publique et la recherche privée. C'est ce que nous appelons. Je pense que l'un et l'autre ne sont pas antinomiques, elles doivent travailler ensemble, et il faut les deux, très clairement. Donc on a cette révolution scientifique qui est importante pour nous. On a, simplement, demain, 80% des médicaments seront issus du vivant. Aujourd'hui, on a 50% de la pharmacopée qui est encore chimique. Donc on voit bien ce pan important que nous devons faire. On a un enjeu d'organisation des soins. On voit bien, la télémédecine, l'utilisation de la data, fait qu'on va aussi changer la dispensation du soin et du médicament en particulier, notamment organiser les sorties d'hôpital. Voilà, c'est tout ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui et sur lequel on a un enjeu important vis-à-vis de nos concitoyens, parce qu'il faut qu'on donne cette réponse-là. On a des enjeux sociétaux qui sont, l'attente normale de la société. Vous parliez tout à l'heure de la décarbonation, de la sobriété hydrique. Oui, le médicament doit prendre sa part de responsabilité dans la décarbonation, la sobriété hydrique, la fin des usages des plastiques et autres composants dans nos médicaments. Donc il y a cette attente de la société. Il y a aussi cette attente de la société d'être un patient expert. Aujourd'hui, la connaissance sur nos pathologies et sur nos médicaments, elle est pratiquement à la portée de tout le monde. Vous tapez sur Google, vous avez le truc. L'IA va vous aider demain. Donc on n'est plus dans cette ignorance, le terme est un peu fort, des années 80 où le patient allait chez le médecin et prenait son médicament sans regarder. Aujourd'hui, tout le monde regarde ce qu'on prescrit. Alors pas forcément sur la notice qui est lisible, mais les réseaux sont bien plus importants que ça, parce que en fait, quand vous êtes patient et que vous êtes malade, vous allez témoigner également sur l'ensemble des réseaux. Et donc, vous avez cette attente du patient auquel on doit la vérité et la transparence. C'est clair. Donc, ça transforme aussi nos modèles, nous, internes d'organisation. Donc, on a ces enjeux de société, d'inclusion et autres que toutes les entreprises ont, mais qui est forte sur le médicament. On se pensait un peu préservé de ça, contrairement à d'autres secteurs que la parfumerie notamment ou la cosméto. On se sentait un peu protégé en se disant mais non, parce que nous, la molécule, le principe actif, on ne pourra pas le modifier. Aujourd'hui, c'est plus audible. Voilà. Et donc, on doit faire ces efforts de recherche, y compris pour les anciens médicaments, les produits matures, ce qui est plus compliqué parce que, du coup, en termes économiques, ils sont arrivés à maturité. Donc, il n'y a plus cette capacité financière d'aller faire de la recherche pour changer la molécule chimique, pour retirer le résidu qu'il faudrait retirer. Mais bon, c'est un enjeu. Et puis, l'enjeu économique. Aujourd'hui, les médicaments de thérapie génique, thérapie cellulaire sont des médicaments coûteux qui vont être pratiquement individualisés. Donc, on va produire un médicament pour un individu en fonction de sa pathologie. Donc, c'est des médicaments coûteux et c'est comment on les finance. Aujourd'hui, les comptes sociaux sont ce qu'ils sont. Le médicament pèse moins de 9% de dépenses d'assurance maladie, mais néanmoins, c'est toujours trop pour l'acteur public. Donc voilà, oui, c'est un vrai enjeu que de définir ou de savoir comment nous allons financer le médicament demain. Alors en France, simplement, je disais que c'était 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près 33 milliards d'euros de médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Il y a une régulation très forte. Aujourd'hui, en dehors de la taxation, de la fiscalisation générale des entreprises, nous avons une taxation spécifique qui représente 25% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le PLFSS qui va être discuté dans les prochaines semaines, mais celui de l'année dernière, fixent un objectif de dépenses du médicament. 25 milliards. Si vous dépensez plus que 25 milliards parce que vous avez une épidémie, parce que vous avez un vieillissement de la population, parce que, voilà, si vous dépensez 27 milliards, les industriels s'engagent à reverser les 2 milliards. Donc on a une régulation très forte sur le territoire français, qui est d'ailleurs un vrai questionnement dans la concurrence mondiale sur le sujet. Et donc oui, c'est un vrai sujet. C'est comment on finance ce médicament-là. Alors, une des pistes de financer ce médicament-là, c'est pas d'augmenter le prix, c'est effectivement, on doit aussi cette transparence du prix. Là-dessus, on est d'accord de dire que le prix ne doit pas s'envoler en fonction de la demande et qu'il doit simplement couvrir gérer la recherche, mais la production. Donc oui, mais néanmoins, c'est des médicaments coûteux parce que pratiquement individualisés. Comment on les prend en charge ? Eh bien, simplement, il faut simplement changer de prisme aussi. On est dans un système, dans l'État français, où vous raisonnez par enveloppe annuelle. Si nous raisonnions sur du pluriannuel,
ça permettrait aussi de dire je vais guérir cette maladie, ou je vais même l'éradiquer, mais le bienfait, entre guillemets, efficient économique, il va se voir dans 18 mois, 24 mois. Et donc, si vous raisonnez par enveloppe annuelle, c'est compliqué d'augmenter cette enveloppe-là. Donc oui, il y a un vrai enjeu sur le financement du médicament de demain. Donc il y a plusieurs pistes qu'on a discutées. Il y a une mission qui a été lancée par l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne sur le sujet, qui a indiqué des pistes. Il faut simplement maintenant elle soit mise en œuvre. Et il faut ça passe par la représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale. J'ai des petites pistes pour vous. Ouais. Première petite piste. Bon, déjà, sur la temporalité longue, on a besoin de cette temporalité longue. Et là, encore une fois, on s'est, de manière arbitraire, on s'est fixé à cet endroit où la pathologie est déjà là. Mais en fait, il va falloir travailler en prévention. Et ça, c'est quelque chose que la médecine occidentale a de grosses difficultés à faire depuis les années 60-70, où on a eu l'arrivée massive des antibiotiques, des vaccins, et où on a cru à la fin des maladies infectieuses que le VIH est arrivé et a balayé tout ça. Donc on a cette nécessité aujourd'hui de revenir sur une médecine préventive, la médecine qui coûte le moins cher et qui est la plus efficace. Le meilleur moyen de soigner une maladie, c'est qu'elle n'arrive pas. Et là, je vous ramène à tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur ces déterminants de la santé, parce qu'à la place de cette fameuse voiture électrique, on peut travailler sur les mobilités actives et pas mobilité douce, parce que la mobilité douce fait en sorte qu'il n'y ait pas de CO2 qui en sorte, mais la mobilité active fait en sorte qu'il n'y ait pas de CO2, mais qu'en plus on puisse travailler à la santé physique et mentale de l'utilisateur. Donc on a d'une pierre deux coups. C'est tout le principe de cette transversalité. Et dans le même esprit, en fait, ces financements innovants qui sont nécessaires, parce qu'on aura toujours besoin de ces médicaments de toute façon, de plus en plus, comme on l'a cité, ça va être d'aller chercher, j'ai envie de dire, ces industries pathogènes. Alors, on a l'habitude de citer le tabac, l'alcool. De fait, on le connaît, on le sait depuis longtemps. On lutte aussi contre le lobbying de ces entreprises qui ont travaillé dès le début, dès 1920, l'industrie du tabac pour dire que c'était très bien. Ils avaient toute une stratégie marketing autour de ça. Et aujourd'hui encore, quand on regarde les publicités qui sont sur nos 4x3 dans les rues, parfois c'est assez catastrophique quand même en termes de santé publique. Mais au-delà de l'alcool et du tabac, c'est tous les sodas, tous les produits ultra transformés, tous les fast-food, l'industrie automobile, l'industrie de l'armement, parce que malgré tout, ils sont là aussi pour casser de l'humain. Donc toutes ces industries qui génèrent des milliards, en fait, il va falloir aussi qu'elles considèrent leur impact sur la santé, parce qu'aujourd'hui, ce surpoids et ces maladies non transmissibles, aujourd'hui, on parle d'épidémie d'Mpox, de la pandémie de mal infectieuse de Covid. Une pandémie, et on a tous été sensibilisés au principe, c'est une maladie infectieuse, une épidémie qui se répand sur le monde entier. Donc ça veut dire qu'on se transmet d'homme à homme. Aujourd'hui, on vit la première épidémie de maladies non transmissibles. Ce sont le diabète, l'hypertension, le cholestérol, les cancers. Comment c'est possible d'avoir justement cette pandémie de maladies transmissibles? Tout simplement parce qu'on baigne tous dans le même contexte et qu'on vit tous la même vie de sédentarité avec des produits qui sont plein de conservateurs, de colorants, où finalement ces études-là, pour vérifier l'impact sanitaire, elles ne sont pas faites du tout. Ou des stratégies marketing complètement pathogènes, et j'ai en tête Nestlé, pour ne pas le citer, qui dans les années 60-70 a inondé l'Afrique de lait en poudre, pensant qu'ils allaient arrêter les famines parce qu'il y a plein de vitamines et le lait en poudre c'est bien pour les enfants, ce qui est vrai, sauf que en fait, pour ça il faut avoir de l'eau potable, ce qu'ils n'avaient pas. Donc en gros, en luttant contre l'allaitement maternel et en proposant ça avec une stratégie marketing très agressive à l'époque, où les représentants étaient habillés en infirmiers dans les hôpitaux, dans les villages et compagnie, a généré des millions de décès d'enfants de moins de 6 mois, ce qui a amené finalement l'OMS à prendre
sa première décision contraignante de l'histoire de l'organisation d'interdire les publicités pour les laits infantiles. Et si vous faites, je pense que vous ferez attention la prochaine fois parce qu'il y a des publicités pour les laits en poudre et vous remarquerez que c'est toujours du 2e ou du 3e âge. Alors le bébé a l'air d'avoir 2 mois, hein, soyons honnêtes, mais sur la boîte il y a marqué 2e âge parce que la loi, au niveau international, dit qu'il est interdit justement suite à cet épisode-là de faire de la publicité pour les laits de premier âge. Donc concrètement, là l'OMS vient de sortir il y a 2 mois, avant l'été, un rapport sur les déterminants industriels et commerciaux de la santé. Justement, tout l'impact de ces stratégies marketing des produits qui sont lancés sur le marché à renfort de mascottes à destination des enfants et ainsi de suite, pour justement mettre en évidence ce lien et arriver finalement à, plutôt que de lancer des milliards avec Novo Nordisk, c'est ça, à Chartres, qui lance toute une ligne de médicaments antidiabétiques et de coupe-faim, peut-être aussi travailler à proposer des goûters peut-être non ultra transformés à ses enfants tous les jours. Ça évitera qu'ils en aient besoin par la suite. Et ça coûtera moins cher. Peut-être, oui, un propos, moi je vous rejoins sur la prévention. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire sur la prévention, aussi bien l'entreprise que je représente, mais que l'État. Aujourd'hui, vous avez un ministère de la Santé. La prévention, il arrive dans le titre qu'après. Hein, donc, je vous rejoins totalement. Avant de guérir, prévenons. Ça serait plus simple. Et je pense que l'entreprise est un acteur de la prévention. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on ne s'est pas emparé en tant que chef d'entreprise. Et je pense que nous avons ce rôle-là de prévention auprès de nos collaborateurs. Alors, il y a la médecine du travail, mais ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'on aurait cette capacité à faire de la prévention, je dirais, assez basique. Voilà, je rappelle simplement qu'avec le Covid, tout le monde a remis dans ses toilettes, lavez-vous les mains. C'est quelque chose qui, avant la guerre, tout le monde le faisait. On l'a oublié. Donc, il y a des gestes simples de prévention qu'il faut rappeler. Et je pense que l'entreprise est un lieu où on pourrait justement faire de la prévention assez simple. Nous, en tout cas, on prend ce part. Moi, j'ai un président qui arrive dans mon comité de direction et qui arrive en disant, voilà, je viens ce matin de faire mon test colorectal. Ça donne un peu d'ambiance un lundi matin à 8h30. Néanmoins, il nous a tous interpellés et vous avez tous plus de 50 ans, blablabla. Et ben, je trouve que c'est pas totalement débile. Donc voilà, c'est la boutade. Mais je pense que l'entreprise est aussi un lieu de prévention assez oublié. On l'a plutôt laissé à la médecine du travail, avec une première d'organisation de la médecine du travail qui n'est pas la plus efficiente du monde. Donc il y a ça, voilà. Mais simplement, je rejoins. Je pense qu'effectivement, avant qu'on parle de guérir les maladies, il faut les prévenir. Pas de problème. C'est un point qui peut concerner les enseignants qui connaissent l'état de suivi médical dans l'institution scolaire. C'est dit en passant. Alors peut-être qu'on va se garder quelques minutes pour des questions à la salle, parce que je pense que vous avez réveillé beaucoup de points d'attention, à la fois dans vos 2 champs respectifs. Donc pour quelques questions éventuellement, sinon j'en aurai 1 ou 2 de plus. Ah oui, une question pour un micro au milieu de la rangée. C'est là-bas. C'est juste là. C'est en haut à droite. Pardon. Bonjour, merci pour vos interventions. Mais j'avais 2 questions. L'une, comment peut-on pallier les carences de la recherche vaccinale française en matière de vaccins contre la Covid? Et d'autre part, quel bilan peut-on tirer aussi des scandales de médicaments par rapport au laboratoire Servier, par rapport au Mediator, au Levothyrox, des Paquines, enfin tout ce qui a, nourri la chronique judiciaire ces dernières années et la défiance vis-à-vis des stratégies de certains Big Pharma. Celle-ci, elle est pour moi. Je vous laisserai le vaccin. Non, mais je pense que ce qui s'est passé avec Mediator a quand même beaucoup changé aujourd'hui notre façon de procéder et de s'organiser. Hein. Il y a eu une vraie réforme qui a été organisée par d'abord Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé à l'époque. Aujourd'hui, on a des obligations, notamment de suivre la prescription des médecins et de regarder le volume de médicaments qu'on met sur le marché par rapport, je dirais,
par rapport simplement aux besoins médicaux. Et on a cette obligation d'informer la NSM, donc l'autorité sécuritaire du médicament, dès lors que l'on constate un mésusage de notre médicament. Et donc on a cette obligation, sous peine d'amende bien sûr, il y a tout un système, d'alerter la NSM en disant « Attention, là nous constatons que nous avons plus de ventes sur ces médicaments-là par rapport à ce que normalement nous aurions dû faire, puisque en fait tout est dans le PLFS, tous les volumes sont notamment sur prescription, sont identifiés. Donc il y a déjà ça, il y a tout un système, l'évaluation a changé. Enfin, il y a eu un renforcement important après la crise du médiateur sur le sujet. Après, si je représente l'ensemble des firmes du médicament, oui, je dirais, on aura toujours des entreprises qui vont peut-être être limites ou traverser un feu rouge. Et il faut les condamner. J'ai aucun problème là-dessus. Il faut effectivement qu'il n'y ait pas d'abus. C'est un bien de consommation particulier qui soigne, qu'on donne à des patients. On doit le donner en totale sécurité sanitaire. Et il faut effectivement qu'on prenne cette responsabilité-là. Vous avez raison. Il y a aussi des mésusages de médicaments pris sans ordonnance. Oui, mais alors vous avez aussi l'OMS qui fait son travail, vous avez au niveau européen qui fait son travail. Après, il y a aussi pas mal d'alertes des autorités françaises qui ne sont pas relayées par les alertes des autorités européennes et vice-versa. Donc oui, vous avez raison. Mais après, vous savez, quand vous avez une alerte de la NSM sur un médicament qui est mis sur le marché français, la firme en retire tout de suite le médicament. Il n'y a même pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Après, si vous voulez, c'est toute la difficulté d'évaluer un médicament en vie réelle. Quand je parlais tout à l'heure, quand on a une molécule, qu'on la trouve, on va la mettre sur le marché, il y a un système d'évaluation. Il faut mieux organiser l'évaluation en vie réelle du médicament, c'est-à-dire sur une cohorte beaucoup plus importante. Et c'est bien ça, en fait, qu'on regarde. Et c'est aussi une obligation nouvelle issue du scandale Mediator, c'est d'avoir ce suivi en vie réelle de nos médicaments. Oui, donc, oui, ça s'organise. Et pas de sujet. Pas de sujet. La sécurité du patient avant tout. Alors, nous terminons sur ce mot-là, parce que c'est un point très constant des politiques de santé publique, quand même, sur la sécurité du patient. Mais merci à vous deux, à la fois de votre expertise et de votre liberté de parole sur cet aspect.